bienvenue dans cette nouvelle édition du Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, le lifestyle. Aujourd'hui en particulier, votre rendez-vous avec le cinéma. Pendant 2 semaines, le mot Cannes va vous être rebattu ici et ailleurs. Tapis rouge, stars, films, polémiques, débats. Cannes, le Grand Cannes, l'un des rendez-vous les plus suivis au monde. Avec notre spécialiste cinéma, nous verrons les highlights de la semaine et nous ferons un focus sur Nathalie Portman. Comment l'actrice américaine a conquis le cœur des Français et des Israéliens en un seul film. Au sommaire également, un sujet moins glamour, un documentaire très fort, très dur sur la religion et son rapport au suicide. Un jeune cinéaste israélien a suivi une famille dont les 2 fils ont mis fin à leur jour, une famille religieuse. Son enquête a duré presque 5 ans et il sera avec nous. Et puis nous irons enfin au Maroc. En marge du festival de musique d'Essaouira, une exposition et un documentaire rendent hommage à la culture gnawa. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Laetitia Lorény, bonjour. Bonjour Valérie. Vous allez avoir du boulot cette semaine, hein, pendant 15 jours comme ça. Un festival, 9 jurys. Voilà, la compétition est en marche, à vous. Eh bien, c'est sous le visage rayonnant d'abord d'Ingrid Bergman, sous la gigantesque affiche qui surplombe les 24 marches les plus célèbres du monde, que le jury de cette 68e édition du Festival de Cannes défile lors de l'ouverture. Un jury présidé de Joël et Ethan Cohen, accompagné d'une troupe de jeunes trentenaires qui les aideront à départager les films en compétition. Il y en a 19 au total en lice pour la Palme d'Or, mais c'est 50 films qui vont être projetés durant ces 12 jours. Les événements marquants et les stars que l'on attend, c'est d'abord la projection hors compétition du tout nouveau Mad Max, dont on parle beaucoup. C'est toujours de George Miller, même 30 ans après, ça va rafler évidemment toute l'attention médiatique, et ça va aussi nous offrir un tapis rouge étincelant avec Charlize Theron et le merveilleux et magnifique Tom Hardy. Pendant la quinzaine, les rumeurs courent qu'un nouveau teaser du dernier Star Wars pourrait sortir, et puis des hommages sont prévus également, notamment un réservé à l'acteur Steve McQueen, un autre à la chanteuse Amy Winehouse, puis l'on célébrera le centenaire de la naissance d'Orson Welles avec la projection de 2 de ses films, et puis une palme d'or d'honneur qui reviendra cette année à Agnès Varda pour l'ensemble de sa carrière. Elle suit à Woody Allen qui l'avait reçu l'année dernière et qui sera présent lui aussi cette année pour présenter son tout dernier film, Un homme irrationnel, accompagné de ses 2 nouvelles muses, Emma Stone et Joaquin Phoenix. Il faut rappeler que cette année, le Festival de Cannes fait une vraie aide d'honneur aux Français, avec non seulement les 5 films français qui sont en compétition, le film français qui fait l'ouverture, et puis Lambert Wilson qui, pour la 2e année consécutive, endosse le costume de maître de cérémonie. À son plus grand désarroi, il aurait peut-être préféré que ce soit celui de ballerine. Regardez pourquoi. Mon speech, ma petite tribune à moi, elle dure à peu près 7 minutes. Après, je présente le jury, les présidents du jury, il y a des hommages, il y a des extraits de films, etc. Il va y avoir le ballet de Benjamin Millepied. J'ai désespérément essayé d'auditionner pour Benjamin Millepied, mais il n'a pas voulu de moi. Et pourtant, vraiment, je me suis préparé. Il aurait été bien en ballerine, hein, Lambert Wilson. Alors justement, à propos de Benjamin Millepied, le mari de Nathalie Portman, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, qu'il y a une présence israélienne un peu moins forte cette année par rapport à l'année dernière. Tout à fait, c'est vrai qu'elle est plus minime cette année, cette présence israélienne. Alors évidemment, elle attire les médias avec la présence de Nathalie Portman, qui, elle, présente son premier film en tant que réalisatrice. Ça s'appelle, en français, c'est l'histoire... je veux pas... Tale of Love and Darkness en anglais, une histoire d'amour et de ténèbres. C'est l'adaptation de la biographie d'Amos Oz. Elle l'a tournée tout en hébreu à Jérusalem. C'est donc la présence israélienne à remarquer de ce festival, en plus de Ronit Elkabetz, qui est présidente de la Semaine de la Critique. Merci beaucoup Laetitia, on va vous retrouver tous les jours avec plaisir. On va parler encore cinéma, enfin plutôt on va parler documentaire avec l'invité qui va suivre. On va marquer d'abord une pause avec le highlight du jour. Il est signé David Bombin.
Gnawa, ce sont ces descendants d'esclaves noirs installés au Maghreb. À leur arrivée, ils ont été convertis de force à l'islam. Aujourd'hui, ils sont regroupés en confréries religieuses, mais c'est surtout leur culture et leur musique qui caractérisent leur présence en Afrique du Nord et surtout au Maroc. C'est d'ailleurs dans la ville côtière de Marrakech qu'une expo leur est consacrée. En marge du festival Gnawa d'Essaouira, c'est une plongée au cœur de la culture Gnawa que vous effectuerez grâce à des photos sur la famille El Ayachi, figure importante de la confrérie. Une expo agrémentée d'un documentaire éponyme de Jacques Vimont suivant la famille El Ayachi, diffusée à l'Institut français d'Essaouira. Toutes les raisons de s'intéresser à cette culture hors du commun. Du cinéma encore, ou plutôt du documentaire, nous recevons un tout jeune réalisateur, Asaf Banit. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Il vient de présenter un film assez dur en Israël, qui est titré Against Your Will. C'est un film qui deal avec un sujet très fort dans la religion, mais pas forcément la religion juive, la religion musulmane ou la religion chrétienne. C'est un film qui deal avec le suicide face à la religion. Asaf Banit, vous avez pour votre documentaire suivi une famille dont les deux fils se sont suicidés, pas au même moment. Le sujet est un peu dur, un peu lourd. Pourquoi, pour ce premier documentaire, avez-vous voulu choisir un sujet pareil ? Eh bien, c'est une bonne question. J'ai souvent dit que je n'ai pas choisi le sujet, c'est plutôt le sujet qui m'a choisi moi. J'ai connu le fils aîné, j'ai servi dans l'armée avec lui et j'ai assisté à ses obsèques. Notre commandant nous a dit « Écoutez, ne mentionnez pas le mot suicide, ne parlez pas de suicide. Cette société ne parle pas de suicide, donc c'est quelque chose que je vous demande. » Et quand il nous a dit ça, j'étais vraiment surpris et choqué. Et suite à cela, j'ai écrit une nouvelle qui a été publiée et un visiteur leur a apporté ce livre après que le deuxième fils se soit suicidé. Il leur a dit « Écoutez, cette histoire parle de votre fils, je vous en prie, essayez de lire ce qui a été écrit. » Et ils m'ont appelé pour savoir pourquoi j'avais rédigé ces nouvelles et ce que j'en ai pensé. Donc je leur ai rendu visite. À partir du moment où je les ai visités et que je leur ai parlé, je me suis aperçu que c'était un couple très particulier. C'est une histoire fascinante. C'était très important pour moi. Alors justement, Asaf, comment on rentre dans une famille, dans la famille d'un couple qui a perdu ses deux garçons? Comment on se fait discret? Comment on rend la caméra invisible? Well, it's very hard. It was very hard to them to develop trust in me, to trust me. C'est très difficile, c'était extrêmement compliqué pour eux de me faire confiance. Ça leur a pris très longtemps et ça m'a pris très longtemps aussi d'établir cette confiance. Au début, je leur ai dit, si à n'importe quel moment que ce soit, vous ressentez que ce n'est pas quelque chose que vous voulez que les autres voient, que je montre, alors dites-le moi et on arrête tout. Par exemple, l'enterrement, je l'ai tourné de l'autre côté de la barrière. La caméra était très éloignée d'eux. J'ai passé beaucoup de temps avec eux aussi en dehors du tournage. Je les ai visités le Shabbat. Oui, parce qu'il faut expliquer que c'est une famille religieuse. Oui, exactement, cette famille est, et moi, je ne suis pas religieux. Vous n'êtes pas religieux, eux sont religieux. Parce que justement, ça nous permet de revenir à la théma de ce documentaire, Against Your Will. Vous avez voulu traiter du suicide dans la religion. Justement, qu'est-ce que dit la loi ? En fait, ce n'est pas la loi, c'est plus une coutume. Dans la Bible, il est écrit que commettre un suicide est un péché, ce n'est pas votre choix. C'est pour ça que le film s'appelle Against Your Will, contre votre volonté. Certaines choses ne dépendent pas de vous, vous n'avez pas choisi de naître et vous n'êtes pas censé choisir de mourir. Et si vous choisissez de mourir sans la permission de Dieu, c'est un péché. Oui, vous n'êtes pas enterré dans les mêmes endroits, enfin c'est... Vous êtes un paria. Oui, à l'origine, on ne les enterrait pas dans le cimetière, mais en dehors. Vous ne pouvez pas parler de ceux qui se sont suicidés. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Au cours des dernières années, ça a un petit peu évolué. Ils sont plus tolérants. Ils les acceptent et ils laissent les gens parler d'eux. Mais ça s'est répandu comme une épidémie. Il y en a de plus en plus. Donc, ils sont revenus en arrière. Et de nouveau, on ne peut pas en parler. Dans les yeshivas, les écoles rabbiniques, ils n'abordent pas ce sujet. Ils ont peur que s'ils parlent de ce sujet, le phénomène se répande et c'est très difficile. On aurait pu imaginer que la loi s'était un tout petit peu adoucie, comme par exemple pour le divorce. Pendant que vous parlez, Asaf, on voit quelques images, on voit notamment la maman
Comment s'est passé vos relations entre cette mère qui a perdu ses 2 fils et vous, tout jeune? Est-ce qu'elle a vu en vous J'avais le même âge que son fils aîné et on a développé une relation très forte. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles terminer ce film était si important pour moi. Je me suis beaucoup attaché à elle, c'est une femme très forte. Et ce n'est pas dit dans le film, mais je pense qu'il est important de le mentionner. Elle n'est pas née religieuse, elle s'est tournée vers la religion quand elle était jeune fille. C'est une femme très forte, elle n'a pas laissé le deuil prendre le dessus et elle est déterminée à continuer de vivre. Et j'ai ressenti une forte connexion entre nous. C'est très important pour moi de raconter son histoire, de faire entendre sa voix et de faire découvrir ses lettres. Parce que vous avez démarré cette histoire en 2011, d'après ce que j'ai compris. Le film sort maintenant en 2015. Est-ce que vous avez encore des relations avec cette famille ? J'ai tourné pendant 6 ans pour faire ce film. J'ai commencé en 2008 et j'y suis retourné cette année. On est devenus comme une seconde famille. Nous sommes devenus amis. Ils m'ont ouvert la maison et je les en remercie. J'ai découvert leur environnement, un environnement très chaleureux. Et je suis heureux que cette expérience ait abouti ainsi avec ce documentaire pour le Festival d'Oc à Vivre, que leur histoire soit racontée sur les écrans. Alors j'invite évidemment tous les gens qui peuvent avoir ce documentaire Against Your Will. Juste une dernière question très très courte parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Un des 2 garçons que vous connaissiez s'est suicidé pendant son service militaire et vous dites, Tsahal a dit, il ne faut pas en parler. Quelle est la part de... Qu'est-ce que vous avez découvert en enquêtant sur l'approche du suicide par Tsahal? Sur le rapport de l'armée. Eh bien, c'est différent de celle de la société israélienne. L'armée essaye de parler du sujet, ils acceptent d'en parler, ils ne veulent pas communiquer de chiffres, mais ils sont plutôt ouverts sur le sujet. Ils font leur maximum pour, parfois ils y arrivent, d'autres fois non. Les familles n'ont jamais de rancune envers l'armée, ils sont généralement reconnaissants. Tsahal parle du suicide discrètement, mais ils le font. Ils ont d'ailleurs collaboré à la réalisation de mon film. C'est très différent de la société religieuse. Merci beaucoup Asaf Baniz, merci infiniment. Donc c'est présenté ici en Israël, Against Your Will, on pourrait traduire ça contre votre volonté. Merci beaucoup Asaf Baniz. Merci. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va terminer ce Culture Mag avec une tendance, la tendance senior. Non seulement les seniors paraissent plus jeunes que leur âge, mais en plus ils font des choses qui ne sont pas de leur âge. Et c'est plutôt réjouissant. Portrait d'une danseuse de presque 100 ans, ça fait plaisir. Daniel Campos avec David Gombin. À 100 ans, Hélène Kramer est sans aucun doute la plus ancienne danseuse et chorégraphe encore en activité en Australie et dans le monde entier. Elle a déjà 24 ans lorsqu'elle commence le théâtre et la danse. Elle assiste à une représentation du Sydney Bodenwieser Ballet, dirigée par Gertrude Bodenwieser, une Viennoise ayant fui le régime nazi et émigré en Australie. Kramer tente sa chance auprès de la troupe et se voit acceptée au cours de danse. Au bout de 3 ans, elle en devient membre. Aujourd'hui, c'est à ses mouvements langoureux, appris au Bodenwieser, et à son propre engouement pour les mouvements expressifs, que Kramer attribue sa capacité à poursuivre une si longue carrière artistique. À mon avis, en vieillissant, on devient moins intéressé par le côté physique et plus par l'expression. Selon Hélène, les exercices de position des pieds préconisés par le ballet classique sont très importants pour renforcer cette partie du corps. Et si aujourd'hui Hélène est borgne, cela ne l'empêche nullement de danser, même si son sens de l'équilibre en a été quelque peu affecté. Je n'ai jamais abandonné la danse parce que j'aime vraiment cela. Avec la compagnie Bodenwieser, elle voyage à travers toute l'Australie, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Inde, avant d'ouvrir son propre studio de danse. Plus tard, Kramer s'installe à New York avec son compagnon, le réalisateur Baruch Shadmi. Malheureusement, celui-ci est victime d'un AVC, et Hélène laisse tomber la danse et s'occupe de lui pendant 18 ans, jusqu'à son décès. À 99 ans, elle décide de retourner en Australie et de faire un énorme comeback. Bien que peu connu jusqu'alors dans son pays natal, un nouveau chapitre s'ouvre dans sa carrière, en particulier grâce à sa collaboration avec le musicien Lacey Cole dans la production de clips musicaux. Touchante Miss Kramer, elle n'est pas la seule, figurez-vous, la seule old lady à être sur les planches. Regardez, David Gombin a fait un petit tour des centenaires et ça nous fait chaud au cœur.
L'acteur, metteur en scène et essayiste roumain Radu Beligan est toujours actif, il a 96 ans. Le russe Vladimir Zeldin, du théâtre de l'armée russe à Moscou, continue à jouer Don Quichotte et Miguel de Cervantes à l'âge de 100 ans. Ça m'est égal, j'ai 100 ans, je me sens libérée. Je n'ai plus besoin d'avoir l'air d'avoir constamment 35 ans. Hélène garde contact avec la vie moderne grâce à un téléphone portable et à Facebook. Et quand on lui demande le secret de sa longévité, elle répond d'une pirouette « Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne cours pas après les femmes ». Voilà, il faut militer contre la vieillesse. C'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci.